Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Crime. Aujourd'hui, je vous parle d'un cas d'un mariage qui vire complètement au cauchemar. C'est un mariage complètement horrible. Donc, on va commencer dès maintenant. Le 16 août 2009, il y a un mariage qui a lieu près de Koweït. La police va recevoir de nombreux appels de détresse disant qu'un incendie a présentement lieu dans la tente où se déroule le mariage. Avant de commencer à vous faire ma vidéo, je vais vous montrer un extrait là, qui est passé à la télévision du Koweït, puis je vais vous parler un petit peu plus avant ça du Koweït, comment ça fonctionne pour les droits des femmes durant ce temps-là. Le Koweït est un pays arabe d'Asie occidentale et du Moyen-Orient. Il partage ses frontières avec l'Arabie saoudite et l'Irak. C'est un important producteur de pétrole, puis il est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le pays, par exemple, il compte ni cours d'eau ni lac permanent. Les eaux souterraines sont les seules sources d'eau naturelle là, au Koweït. Le Koweït se classait 130e sur 146 pays dans le rapport mondial sur l'écart entre les sexes en termes de droits des femmes, ce qui en fait l'un des pays les plus inégalitaires au monde en matière d'égalité des sexes. Le divorce est plus facile à obtenir pour les hommes que pour les femmes. Les hommes, ils peuvent se divorcer de leur femme pour n'importe quelle raison, tandis que les femmes doivent déposer une demande pour des motifs spécifiques, tels que le manque de soutien financier ou la maladie mentale. Il y a de nombreuses femmes qui ont également besoin de l'autorisation d'un parent masculin pour le mariage. Puis, les lois autorisent les hommes à prendre jusqu'à 4 épouses sans avoir besoin du consentement des conjointes précédentes. Le manque d'autonomie des femmes dans le mariage contribue probablement à la forte violence domestique dans le pays. Selon Human Rights Watch, il n'y avait pas de loi interdisant la violence domestique ou le viol intraconjugal et les abus sexuels avant 2020 au Koweït. Selon une enquête de Soroptimist de 2020, 62,9% des personnes interrogées ont admis avoir subi des violences domestiques, dont 83,5% étaient des femmes. Il est également probable que la violence domestique soit largement sous-déclarée là, dans le pays là, par terre. Les femmes ont seulement obtenu le droit de vote au Koweït en 2005. Il y a aussi un grave manque de représentation des femmes au gouvernement. Le Koweït a prêté serment aux premières femmes juges de l'histoire au pays juste en 2020. Il y a une organisation qui travaille actuellement pour faire avancer le droit des femmes au Koweït. C'est Abolish Article 153. L'organisation vise à supprimer l'article 53 du Code pénal au Koweït. Cet article stipule que tout homme qui tue une femme membre de sa famille après l'avoir trouvée en train de se livrer à un acte sexuel peu recommandable ne recevra pas plus de 3 ans de prison. Ces actes-là sont souvent des crimes d'honneur, puis sont courants là, au Moyen-Orient. Donc ça, c'est un peu plus l'histoire de comment le Koweït est pour les femmes et tout. Donc, on va commencer l'histoire où est-ce que ça s'est passé, puis vous allez peut-être un peu plus comprendre le pourquoi du comment, même s'il n'y a pas vraiment d'explication. The intensity of the fire was clear from how little it left behind. When it began, the tent which had occupied this scorched space was packed with women and children celebrating a wedding. Fire officials say the temperature inside would have reached 1500 Celsius within just 2 minutes. They say the tent was made of highly flammable material and failed to comply with other safety regulations. The tent had only one exit, which caused a stampede when the fire broke out, leading to the fall of more victims. These tents lack the necessary authorized safety equipment. Tents that we authorize are equipped with multiple fire exits. We will investigate along with other authorities what caused the incident. Kuwait's Interior Ministry said rescuers had difficulty evacuating the injured because the scene, a densely populated residential area, was flooded with onlookers and relatives. This catastrophe is one of the worst to take place in Kuwait. My prayers go out to the people of Kuwait and the families of the victims. The Interior Minister should inform us about the cause of this accident. Whatever caused this, we will not remain silent. We will hold the minister, any minister, accountable for this. The scale of this tragedy, which officials say is the worst such incident in 4 decades, has brought both grief and recrimination. The immediate focus, though, is on trying to save the lives of the many critically injured victims now in hospital. Harry Fawcett, Al Jazeera.
Il y a 4 équipes de pompiers qui ont été envoyées sur les lieux à environ 50 km à l'ouest de la capitale, ainsi que de nombreuses ambulances. En arrivant sur les lieux, les autorités ont eu de la difficulté à évacuer les blessés en raison du grand nombre de proches inquiets là, qui étaient présents sur les lieux. La tente, qui pouvait accueillir plus de 200 personnes, a disposé seulement d'une seule sortie. Les invités y ont été piétinés dans la bousculade lorsqu'ils couraient vers l'unique sortie. La tente, elle a été rasée au complet en seulement 3 minutes. Les pompiers ont déclaré que la tente ne respectait pas les normes de sécurité incendie, ayant seulement une sortie. Il va y avoir, au début, on compte 43 femmes et enfants qui sont morts après l'incendie. Il y a 6 des victimes qui étaient des enfants. Il y a jusqu'à 90 femmes et enfants qui ont également été blessés lors de l'incendie. Pour le moment, la cause de l'incendie est inconnue, puis il ignore aussi là, si la mariée a pu s'en sortir. Dans cet État conservateur du Golfe, les mariages sont célébrés séparément. Donc, on a d'un côté les hommes qui célèbrent, puis dans un autre tente, on a les femmes et les enfants qui célèbrent ensemble. Ce pourquoi les victimes n'étaient que des femmes ou des enfants. Le chef des pompiers, le général de la brigade Jassim Al-Mansouri, a déclaré que les autorités devraient procéder à des tests d'ADN pour identifier les victimes. Les enquêteurs vont donc tenter de déterminer l'origine de l'incendie. Au début, ils disaient qu'un câblage électrique défectueux ou des charbons utilisés pour brûler de l'encens étaient peut-être là, parmi les causes possibles. Donc, dès le lendemain, le 17 août 2009, la première femme du marié, Nasra Youssef Mohamed Al-Nezi, âgée de 23 ans, va se rendre à la police et avouer être à l'origine de l'incendie survenu la veille. Elle va avouer avoir utilisé de l'essence pour mettre le feu à la tente. Selon les médias, la femme aurait déclaré à la police avoir voulu venger les mauvais traitements infligés par son mari, Zayed Zafiri, 36 ans, avant leur divorce. Nasra se fait donc arrêter à ce moment-là. Le journal Kuwait Time a rapporté que la nouvelle épouse du marié s'en était sortie, mais malheureusement que sa mère et sa sœur étaient décédées. La plupart des corps ont été brûlés au point d'être méconnaissables. Il a été indiqué que la température à l'intérieur de la tente dépassait les 500 degrés Celsius, donc 932 degrés Fahrenheit. Les médecins légistes s'efforçaient actuellement d'identifier les victimes. 90 invités ont été blessés dans l'incendie et la bousculade qui a suivi. Et 5 victimes de brûlures sont dans un état critique à l'hôpital. Donc, le 20 août 2009, il y a des responsables médicaux de Kuwait qui ont indiqué que des équipes médicales spécialisées d'Allemagne et de Grande-Bretagne venaient les rejoindre là, pour soigner les blessés. Il y a plusieurs députés qui ont exigé une enquête sur les raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas appliqué des règles strictes de sécurité pour les tentes de mariage. Le ministre de l'Intérieur a déconseillé aux citoyens d'installer des tentes dans les zones résidentielles car elles pourraient entraver les opérations de sauvetage. Le dirigeant du pays, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, a exprimé sa profonde sympathie là, aux familles des victimes, puis il a déclaré qu'il n'accepterait aucun cadeau à l'occasion du mois de jeûne musulman du Ramadan, qui devait là, commencer sous peu. Il y a plusieurs députés qui ont appelé le gouvernement à décréter un deuil national. L'année précédente, donc en 2008, à environ 50 kilomètres de l'ouest de Koweït, il y a 2 femmes qui ont été tuées puis plusieurs autres blessées là, lors d'un incendie là, similaire à Jarrah. La plupart des mariages dans cet État musulman conservateur du Golfe sont séparés, comme je vous ai dit, là, hommes et femmes, chacun de leur côté, conformément à la tradition locale. Wounded are evacuated to a hospital in Kuwait City after a fire broke out at a wedding party. The blaze killed at least 41 people, and the death toll is expected to rise as 61 more are critically injured. Many were hurt during a stampede of wedding guests fleeing the flames. The fire broke out in a women's tent at the wedding in the Al Jahra district west of Kuwait City. Weddings in Kuwait are mostly segregated, with women and men seated separately. Jennifer Morostica, Reuters. Donc, le 18 octobre 2009, le nombre de décès liés à l'incendie s'élève maintenant à 55. Dans une déclaration, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le colonel Mohamed Al-Sabr, a indiqué qu'une autre personne avait succombé à ses blessures causées là, par le feu. Il a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes récemment décédées.
Le rapport final des pompiers du Koweït, KFSD, sur l'incendie a mis en évidence plusieurs erreurs grossières. Le rapport souligne l'importance de faire respecter l'obligation d'obtenir une licence pour les événements organisés sous chapiteau afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le rapport indique aussi que les enquêtes menées par les experts du KFSD sur les lieux de l'incendie ont conclu à un départ volontaire de feu et que des traces de substances inflammables y ont été découvertes. Le rapport recense également plusieurs erreurs dans l'agencement et l'équipement du chapiteau qui ont, malheureusement, aggravé la situation, comme l'absence de plusieurs entrées, la présence de grandes quantités de produits inflammables et la surpopulation dans la tente. Le rapport propose la mise en place de plusieurs mesures pour éviter que de tels événements horribles se reproduisent, comme l'interdiction d'organiser des mariages sous des chapiteaux non autorisés. Le 27 octobre 2009, Nasra, dont les avocats affirment qu'elle est toujours mariée à l'homme, a simplement répondu non lorsque le juge Adel Al-Sagar lui a demandé si elle avait mis le feu à la tente bondée et tué les personnes présentes. Ça va être le seul mot prononcé par la jeune femme de 23 ans lors de sa brève audience qui a ouvert son procès pour meurtre. Nasra a été amenée dans sa petite salle d'audience depuis la prison centrale accompagnée de 5 gardes. Pâle et d'apparence fragile, elle a été autorisée à s'asseoir à l'extérieur du box des accusés, ce qui n'est pas vraiment habituel pour les accusés en détention provisoire. Elle était vêtue d'une longue robe grise. Elle est entrée dans la salle d'audience, le visage entièrement couvert, mais lorsqu'elle s'est approchée du juge, les gardiens y ont retiré le voile, révélant son visage sans émotion. Elle a refusé de répondre aux questions du juge qui a ordonné aux gardiens de lui donner à boire et de s'asseoir. À la deuxième tentative du juge de plaider coupable, elle a encore nié les accusations. Donc, les 3 avocats de Nasra ont demandé sa libération dans l'attente de la fin du procès et ont accusé les responsables de la prison de l'avoir maltraitée. Les avocats de Nasra ont affirmé qu'elle était enceinte de 2 mois lors de son arrestation et qu'elle avait été délibérément avortée par un gardien de prison avec l'aide d'une infirmière. L'avocat Khaled Al-Awadi a déclaré aux journalistes que le gardien de prison était un parent du mari de Nasra et qu'il avait été depuis cet incident transféré de la prison. Un autre avocat, Sakaf Al-Sakaf, a déclaré qu'il pensait que Nasra avait été forcée de prendre des drogues présentées comme des tranquillisants qui ont immédiatement provoqué l'avortement. Les responsables de la prison ne l'ont pas envoyé à l'hôpital pour un examen de la cause de l'avortement. Pourquoi, ils sont pas vraiment sûrs si c'était vraiment des médicaments qu'elle a pris ou autre chose. L'avocat a ajouté qu'en vertu d'une loi croatienne, les condamnations à mort prononcées pour les femmes enceintes sont automatiquement commuées en réclusion à perpétuité, donc elle est en prison à vie au lieu d'être condamnée à mort. Donc, il croit que c'est la raison pour laquelle ils l'ont probablement avorté. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait de l'ex-femme du marié, mais ses avocats y ont affirmé qu'elle était toujours son épouse. Dans cet État musulman du Golfe, les hommes sont autorisés à avoir plus d'une épouse. Nasra et son mari ont 2 enfants. Tous les 2 sont handicapés mentaux, ces enfants. Les 3 avocats ont exigé que Nasra soit examinée par un médecin afin de déterminer comment et quand elle a perdu son bébé. Le juge va rejeter toutes les requêtes de la défense, puis il a fixé la prochaine audience au 17 novembre pour entendre les plaidoiries de la défense. La prochaine audience, ça va être malheureusement repoussée jusqu'au 30 mars 2010. Donc, ils ont demandé qu'elle aille un test pour savoir comment elle a été avortée et quand, puis le juge a complètement refusé. Il croit pas à cette histoire-là. Donc, le 30 mars 2010, le juge déclare Nasra Youssef Mohamed Al-Enezi coupable de meurtre avec préméditation. Elle a nié les accusations et ses avocats ont annoncé qu'ils vont faire un appel. Nasra, qui n'était pas présente au tribunal lors du verdict, a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et d'allumage d'un incendie avec intention de tuer. Elle va être donc condamnée à la peine de mort. Au Koweït, la peine de mort s'exécute par la pendaison. Ils vont finalement aller en appel le 12 juin 2011. Donc, le 12 juin 2011, après avoir entendu les 2 parties, la Cour d'appel va prendre la décision de laisser Nasra condamnée à la peine de mort, puis la Cour suprême va confirmer cette décision. C'est la première fois dans l'histoire du Koweït que la plus haute juridiction confirmait la condamnation à mort d'une femme. L'avocat de la défense, Zaïd Al-Kabaz, espérait que la peine serait réduite à la réclusion à perpétuité. Il a déclaré que le tribunal n'avait pas écouté la défense dès le début, de sorte que le verdict était déjà fixé d'avance.
Il a critiqué la gestion de l'affaire dès le départ, qui initialement est une affaire pénale ordinaire qui s'est transformée en une affaire d'opinion publique avec ingérence d'intérêts politiques, ce qui a conduit à la condamnation à mort de Nasrallah. Depuis son arrivée au pouvoir, le dirigeant du Koweït, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, n'a ratifié aucune condamnation à mort. Les peines ayant été commuées en réclusion à perpétuité. Donc, depuis qu'il est arrivé, là, il n'a jamais accepté aucune peine de mort. C'était la deuxième fois qu'une Koweïtienne était condamnée à mort. La première, elle avait été prononcée par la Cour pénale le 21 mars 2005 après qu'une femme ait été accusée de trafic de drogue. La Cour d'appel avait réduit la peine à 15 ans de prison et la Cour suprême avait confirmé là, la décision de la Cour d'appel le 30 janvier 2007. Dr Abdul Wahba Zafiri, directeur du département de sociologie à l'Université de Koweït, a déclaré que cette tragédie était due à l'absence de solution aux problèmes sociaux actuels, notamment la polygamie, le manque de respect envers les femmes et la reconnaissance de leur rôle dans la société. Il est devenu facile là, pour un homme d'épouser une femme sans justification claire. Il a aussi déclaré s'opposer personnellement à la peine de mort et sympathiser avec l'accusé et la famille des victimes. Khidr al-Baroun, professeur de psychologie à l'Université de Koweït, estimait que la compassion pouvait être témoignée aux familles des victimes et à l'accusé. Il a dit, et je cite, « Compte tenu de son jeune âge et de son manque d'expérience, elle a perdu le contrôle lorsqu'elle a ressenti une intense jalousie et a vécu le traumatisme du mariage de son mari avec une autre femme. » Najla al-Naki, avocate au département de la fatwa et de la législation du gouvernement, a soutenu la peine de mort, affirmant qu'elle constituerait le meilleur moyen de dissuasion pour toutes les femmes envisageant de commettre un autre acte comme ça. Les citoyens koweïtiens étaient divisés quant à la décision du tribunal là, sur la peine de mort. Il y en a certains qui espéraient que la peine de mort soit réduite à perpétuité, tandis que d'autres estimaient que la peine de mort était une peine juste puis qu'elle avait ce qu'elle méritait. L'ingénieur Saleh Al-Harbi, 45 ans, il a jugé que la peine de mort était juste puis il a souhaité qu'elle soit appliquée assez rapidement. Il a déclaré « Il est absurde qu'une femme, attirée par le diable pour tuer 58 êtres humains, survive. » Il y a une certaine Naja Al-Ajmi, 50 ans, enseignante, qui a suggéré de suivre l'exemple de l'Europe en abolissant la peine de mort. Elle s'attendait là, que la peine de mort soit remise en peine à perpétuité là, comme à l'habitude parce que c'était la première fois de l'histoire qu'une femme était condamnée à la peine de mort puis que c'était ça du début à la fin. Le 25 janvier 2017, le Koweït a pendu 7 prisonniers lors d'une exécution de masse. Parmi les personnes exécutées figurent un Bangladais, une Philippienne, un Éthiopien, 2 Koweïtiens et 2 Égyptiens. On a juste l'identité de 3 des 7 prisonniers. Donc, le premier prisonnier à être pendu est Faisal Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, qui a tué son neveu Basil Al-Sabah en 2010. La deuxième personne à être pendue est nulle autre que Nasra, là, de l'histoire que je vous ai parlé. Puis la troisième personne à être pendue, c'est la Philippienne, c'est Jakatia Pawa, qui a été condamnée là, pour avoir tué la fille de son employeur. Donc le 25 janvier 2017, Nasra est décédée par pendaison. Je trouve que cette histoire-là est assez triste. Là, on voit les problèmes que d'autres pays ont. Malheureusement, c'est pas la seule place que c'est comme ça où c'est permis que l'homme marie plusieurs femmes. Il y a beaucoup de pays comme ça que la femme n'a pas son mot à dire, elle doit écouter l'homme, elle doit faire tout ce qu'il lui demande sans rien dire. Puis je crois qu'avec l'âge qu'elle avait, 23 ans, c'est extrêmement jeune. Puis tu vois ton mari que t'aimes beaucoup, avec qui t'as 2 enfants, en marier un autre quand que t'es pas vraiment d'accord avec ça. Ça doit pas être facile, je suis d'accord. De là à tuer, vouloir mettre le feu à un chapiteau pour tuer les gens dedans, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Elle avait besoin d'aide. Elle aurait pu très bien s'en sortir dans la vie sans nécessairement avoir la peine de mort. C'est horrible, complètement horrible ce qui est arrivé. Mais je pense qu'il aurait pu enlever la peine de mort puis la mettre en prison à perpétuité pour qu'elle comprenne le geste qu'elle a fait, puis que elle puisse là, évoluer dans une prison au lieu de mourir directement à 23 ans après cet horrible incident.
son mari aurait pu faire quelque chose pour éviter que ça arrive, tu sais, c'est ça, mais comme je dis, les femmes dans la plupart des pays comme ça n'ont pas un mot à dire, puis ils écoutent et c'est tout, ils obéissent, puis c'est les hommes qui décident tout. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, puis on se revoit là, bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.